Ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Vous vous rappelez ? Si vous avez regardé les pubs dans les années 90, vous n'avez pas pu passer à côté des promesses faites par les yaourts de l'époque de restaurer votre flore intestinale. Depuis, les probiotiques et autres compléments alimentaires viennent renforcer cet arsenal pour aller mieux à la fois dedans et dehors, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Mais existe-t-il une santé intestinale ? Ces promesses sont-elles réelles ? Et surtout, que nous dit la recherche fondamentale à ce sujet ? Et puis, en fait, la flore intestinale, c'est quoi ? Ce soir, nous recevons Philippe Devader, chercheur au CNRS, qui va nous entraîner au cœur de nos intestins pour nous parler du microbiote, de ce que l'on sait à son sujet et éventuellement de ce que ces connaissances peuvent nous apporter pour notre santé. Nous sommes le mercredi 5 juillet de l'an 2023, c'est la dernière émission de la saison 13, bienvenue! Alors pour cette dernière émission de la saison, on va donc parler du microbiote et on a une table pas physique, on est tous à différents endroits, assez variés. Donc on a Cléora depuis Perduville. Salut à tous. On a Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Moi je suis toujours à Los Angeles et on a notre invité Philippe depuis Lyon. Bonsoir. Alors c'est un plaisir de t'accueillir à Podcast Science pour nous parler de ce sujet qui est bien souvent galvaudé un peu partout dans les médias et ailleurs, et un sujet sur lequel tu as toujours un peu travaillé dans ta recherche. Je vais essayer de résumer ton parcours rapidement, donc tu me dis si je me trompe, n'hésite pas à m'interrompre. Donc tu as fait des études à l'ENS de Lyon en biologie, et ensuite tu as commencé à travailler sur le microbiote en faisant ta thèse à l'Université Lyon 1, entre les liens entre microbiote intestinal et cerveau, avant de partir en postdoc à l'étranger, comme souvent, toujours sur le microbiote. Et enfin, tu as été recruté comme chargé de recherche au CNRS dans l'équipe de François Lelier à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, où tu poursuis tes recherches sur le microbiote avec divers modèles, mais je pense que tu vas y revenir. Et tu es aussi très actif en vulgarisation, notamment sur Twitter. Alors, on vous mettra le lien dans les notes d'émission vers ton hashtag aussi. Et tu vas nous présenter donc ton dossier sur le microbiote et nous raconter tout ce qu'on a à savoir là-dessus. Eh bien, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'est très agréable d'être là avec tout le monde. Donc voilà, moi je vais vous parler des microbiotes et je dirais en fait le microbiote c'est ces bactéries qui partagent notre vie. Et même je vais restreindre cela aux bactéries, puisque si l'on parle de microbiote, en fait, il faudrait parler de tous les micro-organismes avec qui nous cohabitons. Et il n'y a pas que des bactéries, il y a également des archées, donc d'autres types de unicellulaires, mais également des virus et même des organismes comme des levures qui cohabitent avec nous. Donc je vais parler aujourd'hui de bactéries parce que c'est ce que je connais et c'est en fait sur la recherche, c'est essentiellement focalisé là-dessus. Et si je pose la question, je dirais, nous sommes humains. Tout le monde dirait oui, nous sommes humains. Ça paraît une évidence. Donc, un humain qui est constitué de quoi ? De cellules humaines, bien évidemment. Et pourtant, c'est une étude qui est parue en 2016 dans la prestigieuse revue PLOS Biology évaluait, à partir de données récentes, le nombre de cellules humaines et bactériennes dans le corps humain. Le nombre de cellules humaines était estimé à environ 3 × 10 puissance 13, et le nombre de cellules bactériennes, de façon assez surprenante, environ 3,8 × 10 puissance 13. C'est-à-dire que le ratio entre le nombre de cellules humaines et le nombre de cellules bactériennes dans un corps humain adulte est quasiment égal, de 1. Pour un individu d'environ 70 kg, ça représente combien ? Ça représente une masse de seulement 200 grammes. Du coup, on peut se dire c'est négligeable en termes de poids. 200 grammes. Pour un individu de 70 kg, c'est peut-être pas très important. Et pourtant, l'existence de toutes ces bactéries, en fait, autour de nous, n'a rien de nouveau. On le connaît depuis longtemps. Notamment avec l'avènement de la microbiologie au XIXe siècle, il est apparu très clair que notre monde était essentiellement bactérien. Tous les animaux, de l'éponge à l'orang-outan en passant par le ver de terre, cohabitent avec un microbiote.
Et chez l'humain, ces bactéries se trouvent dans les muqueuses, sur la peau, dans le vagin, mais en grande majorité dans le tractus gastro-intestinal. On parle en effet de microbiote intestinal. Même dans l'estomac, ce milieu au pH très acide, autour de 2, des bactéries subsistent, et notamment cette bactérie qu'on connaît bien, Helicobacter pylori, qui est impliquée dans le développement des ulcères et qui a valu à la personne qui a découvert cela un prix Nobel. Et cependant, c'est dans la partie la plus lointaine de l'intestin, qu'on appelle le côlon, où l'on trouve le plus de bactéries. Environ 10 puissance 11 à 10 puissance 12 cellules bactériennes par gramme de tissu. Ça paraît énorme. Qu'est-ce qu'elles font ces bactéries? Comment peut-on les étudier? Et surtout, est-ce qu'elles ont un rôle dans notre organisme? Alors je vais, pour tout cela, vous faire un petit voyage historique à travers les différents modèles d'études de microbiote. Et historiquement, dans les études de physiologie, la meilleure forme d'étudier le rôle d'un organe a toujours été de supprimer cet organe et de voir ce qui se passait par la suite. C'est ainsi que Banting et Best ont notamment effectué des pancréatectomies sur le chien, confirmant le rôle essentiel du pancréas dans la régulation de la glycémie. Mais la question avec le microbiote, évidemment, ce n'est pas vraiment un organe. Pourtant, je vous ai dit, il y a toutes ces cellules bactériennes qui cohabitent avec nous. Peut-on supprimer expérimentalement des dizaines de milliards de cellules bactériennes? Et on va revenir un petit peu dans le temps. 1885, sur une séance à l'Académie des sciences, Louis Pasteur qui a dit la chose suivante. Souvent, dans nos causeries de laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal, lapin, cobaye, chien ou poulet, dès sa naissance, avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement des microbes communs. Sans vouloir rien affirmer, je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude, si j'en avais le temps, avec la pensée préconçue que la vie, dans ces conditions, deviendrait impossible. Et sans doute Pasteur avait-il cette idée préconçue en raison de sa connaissance de l'existence et de l'omniprésence du mot bactérien. Duclos avait déjà en effet démontré que faire pousser des plantes dans un sol stérilisé ralentissait la croissance de celles-ci. Mais l'expérience de Pasteur était-elle seulement réalisable? Avait-il raison? Était-ce plausible? Existe-t-il alors un moment dans la vie d'un mammifère où l'environnement est complètement stérile? Ce n'est pas une question que l'on répond si facilement, mais la réponse est oui. Mais ce moment a lieu avant la naissance. Le fœtus se trouve dans un environnement entièrement dépourvu de microbes, et ceci a été une controverse scientifique importante des dernières années, mais les études récentes semblent confirmer qu'en effet, le microbiote placentaire est inexistant et que le fœtus se trouve vraiment dans un environnement entièrement stérile. Il suffirait donc de prélever les fœtus avant la naissance et puis de les faire grandir dans un environnement entièrement stérile. Par exemple, un milieu de microbiologie où tout est parfaitement stérile, tout est parfaitement décontaminé. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est facile? C'est avec l'avènement de ce que l'on appelle la notobiologie qui vient du grec notos, connaître expérimentalement, et bios, vie, que l'on va réussir enfin à étudier le microbiote et ses fonctions. On parle ainsi d'animaux axéniques pour désigner des animaux qui sont dépourvus de tout microbiote. Le premier essai pour obtenir des animaux axéniques a lieu en 1895, soit 10 ans après ce qu'a dit Louis Pasteur, avec des cochons d'Inde. Et cependant, il faut attendre 1935 pour obtenir la première cohorte de cochons d'Inde, et 1946 pour obtenir une deuxième génération de races axéniques. Ça veut dire que ces races axéniques sont nés de parents eux-mêmes axéniques. C'était une expérience qui a été faite en Suède,
Et il faut comprendre que la difficulté dans tout cela, c'était qu'une fois que les rats de la première génération étaient obtenus, dans le milieu stérile, eh bien, il fallait les nourrir avec du lait stérile. Et donc, ceci impliquait que les chercheurs venaient souvent, nuit et week-end, pour nourrir à la main, avec une bouteille de lait stérilisé, ces rats, afin qu'ils puissent grandir. Et lorsqu'ils ont été enfin suffisamment grands et sevrés, ils ont pu se reproduire et ainsi obtenir une deuxième portée avec des rats axéniques, issus de rats axéniques. Aujourd'hui, on peut faire des rats axéniques, des souris axéniques, des cochons axéniques. On a beaucoup d'espèces que l'on peut étudier ainsi, mais je vais vous parler essentiellement de souris pour la simple et bonne raison que la souris est l'animal de laboratoire par excellence et que c'est grâce à la souris que l'on a connu énormément de choses à propos du microbiote intestinal. Moi, j'avais une question. Tu as parlé essentiellement de mammifères. Est-ce qu'on peut faire la même chose aussi avec d'autres organismes qui sont pas des mammifères? Est-ce qu'on peut avoir cette stérilité? Ah oui, bien sûr. Dans mon équipe, alors moi je travaille sur la souris, mais j'ai des collègues qui travaillent notamment chez la drosophile, donc la mouche à vinaigre. Et en fait, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il suffit de donner aux larves de drosophile, enfin, à faire grandir les œufs de drosophile dans un milieu stérile, ce qui n'est pas beaucoup plus facile, hein, parce que c'est pour donner une idée aux personnes qui ne connaissent pas, en fait, la drosophile, elle pousse dans des espèces de petits tubes, voilà, donc c'est tout petit. Et donc, en fait, il suffit que le milieu sur lequel ces asticots se nourrissent soit stérile. Et en fait, ainsi, ces mouches vont être également stériles, donc ça peut être fait là. Une autre chose qu'on a faite également, c'est avec des oiseaux, parce qu'en fait l'œuf c'est un environnement stérile. Donc en fait, il suffit de tremper l'œuf dans une solution stérile et puis de le laisser éclore dans un milieu également stérile. Et du coup, on arrive ainsi à avoir, par exemple, des oies axéniques, c'est des choses qui existent également. Donc oui, des oies, des drosophiles. J'en parlerai un petit peu à la fin, parce que c'est une petite aventure, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on peut axéniser, donc on peut, voilà. Et puis il y a des animaux qu'on ne pourra jamais axéniser, parce qu'en fait, leur symbiose avec ce microbiote est essentielle pour leur vie. Donc si tu coupes la symbiose, en fait, forcément tu coupes... Voilà, typiquement, ouais, exactement. On avait aussi une autre question dans la chatroom de Gpif qui disait « Mais il y a des gens qui ont mangé du soylent, alors je sais pas ce que c'est, de la nourriture en poudre. Est-ce que c'est pas déjà de la nourriture sans bactéries ?» De la nourriture qui est déjà sans bactéries? Oui, de toute façon, je veux dire, la nourriture stérilisée, c'est des choses qui existent. Je veux dire, tout ce qui est pasteurisé, tout ce qui est, je veux dire, même le lait, hein, le lait UHT qu'on consomme, c'est un lait qui est stérilisé à ultra haute température, hein, justement. Et alors à partir du moment où on ouvre ce lait, évidemment, il n'est plus stérile, mais oui, on consomme beaucoup d'aliments qui par eux-mêmes sont stériles par ces processus de lyophilisation, etc. Je veux dire, beaucoup de choses qu'on peut consommer, oui, peuvent être stériles. Mais on les consomme à un stade où nous-mêmes ne sommes pas stériles. Donc, en fait, je veux dire, on perd la stérilité du corps à peu près dans les 3 minutes qui suivent la naissance. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'élever ces animaux complètement stériles, hein, ce qui était quelque chose d'assez... Donc, il a fallu les obtenir, puis qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'est de développer ce qu'on appelle des isolateurs, en fait, qui sont des sortes de bulles qui ne communiquent pas avec l'extérieur. Dans cette bulle, il y a une différence de pression entre l'air extérieur et l'air intérieur, et ainsi, l'air extérieur ne va pas rentrer, et les animaux restent stériles. Et donc, tout ce qui va rentrer dans ces bulles, en fait, sera stérilisé par autoclavage ou par irradiation, et on va, en fait, maintenir vraiment un environnement où il n'y aura pas de micro-organismes. Alors, maintenant, je vous ai dit ça, est-ce que Pasteur avait raison? Alors, si je vous parle d'une deuxième génération, une première génération, c'est que ces animaux-là sont viables, ils survivent. Mais la vie de ces animaux est-elle semblable à celle
d'un individu qui cohabite avec un microbiote, un individu qui est tout le temps en contact avec des bactéries. Et il a fallu beaucoup de temps pour vraiment les caractériser, ces animaux, parce que pendant de nombreuses années, l'étude des animaux axéniques a été cantonnée à l'étude de l'immunologie, sans faire particulièrement attention aux autres fonctions physiologiques. On étudiait, des souris dépourvues de microbiote dans le but d'étudier le développement du système immunitaire, essentiellement. Et puis, il y a eu quelque chose qui apparaissait très clairement chez ces souris axéniques, c'est que les souris dépourvues de microbiote, elles avaient un degré d'inflammation bien moindre que les souris conventionnelles, qui, elles, ont un microbiote complexe. Or, l'une des caractéristiques, notamment, par exemple, de l'obésité, c'est d'avoir une inflammation accrue. Alors voilà, est-ce qu'il existait un lien entre, notamment, par exemple, le microbiote et le développement de certaines pathologies telles que l'obésité? Et si je vous parle de microbiote et obésité, c'est pas seulement parce que j'ai travaillé dessus, mais parce qu'en fait, énormément des choses que l'on a apprises sur le microbiote viennent de l'étude de cette pathologie et parlent notamment des études au début des années 2000 dans le laboratoire de Jeff Gordon dans l'université de Washington à Saint Louis. Et c'est en fait une relation complexe, je dirais, entre microbiote et obésité. Une étude qui a été parue en 2004 dans la revue PNAS, signée par Fredrik Becken, chez qui j'ai fait mon postdoc en Suède, et lorsque lui-même était postdoc à l'université de Washington. Cette étude a notamment démontré que les souris axéniques avaient une masse grasse inférieure à celle des souris conventionnelles. Mais si on prenait le microbiote des souris conventionnelles et qu'on le donnait aux souris axéniques, ce que l'on appelle une expérience de transplantation fécale, c'est ces souris qui étaient anciennement axéniques, elles se mettaient à faire du gras, simplement par l'ajout d'un microbiote. On a pu ainsi démontrer que le microbiote était un facteur environnemental qui régulait la masse grasse. Puis il y a eu beaucoup d'études après ça, donc ça je parle de 2004, donc déjà il y a 20 ans, quasiment. Au cours des dernières années, on a montré de nombreux liens entre microbiote et obésité. Mais il y a eu beaucoup de liens. La question c'est, est-ce une cause, est-ce une conséquence? Et en reprenant des choses de base de la microbiologie, en revenant au 19e siècle, en fait, une façon simple de comprendre si un micro-organisme est impliqué dans une pathologie et d'appliquer ce qu'on appelle les postulats de Koch, qui sont des critères destinés à établir la relation de cause à effet liant un microbe et une maladie. Alors ces postulats, ils sont au nombre de 4. Le premier dit la chose suivante: le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie, mais absent des organismes sains. Deuxièmement, le micro-organisme doit pouvoir être isolé et croître en milieu de culture pure, c'est-à-dire un milieu qui ne contient que ce seul microbe. Troisièmement, le micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible. Quatrièmement, le micro-organisme doit être à nouveau isolé du nouvel organisme hôte rendu malade, puis identifié comme étant identique à l'agent infection original. Alors, en appliquant tout ça, en fait, de façon assez simpliste, au microbiote globalement, on pourrait dire, ah bah oui, en fait, voilà, c'est le microbiote, c'est le lien entre c'est la cause, c'est voilà, entre de cette pathologie d'obésité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel là-dedans. Mais en fait, c'est très simpliste d'appliquer ces postulats, puisque ces critères qui ont été établis au 19e siècle, ils se sont révélés très vite, c'est assez simpliste. Il y a beaucoup d'agents infectieux qui contredisent certains de ces principes. Et du coup, on a eu tendance à les remplacer par des critères qu'on appelle aujourd'hui d'une autre personne, qui s'appelle les critères de Bradford-Hill, qui sont des critères d'épidémiologie qui montrent en fait les liens entre entre le microbe et la pathologie. Alors, ces critères, ils sont plus complexes, ils sont au nombre de 9, donc, voilà, je les énumérerai, mais donc il y a la force de l'association, c'est-à-dire que plus l'ampleur des effets liés à l'association est importante, plus un lien causal est probable, même si un faible effet n'implique pas une absence de lien de causalité. Deuxièmement, la stabilité de l'association, c'est-à-dire que sa répétition dans le temps et l'espace. Troisièmement, c'est la cohérence, c'est-à-dire que les mêmes observations sont réalisées dans différentes populations. Quatrièmement, la spécificité. Une cause produit un effet particulier dans une population particulière en l'absence d'autres explications. Cinquièmement, la relation temporelle. Les causes qui doivent précéder les conséquences. Sixièmement, une relation dose-effet, c'est-à-dire qu'une plus large dose mène à un plus large effet. Septièmement, la plausibilité, la possibilité d'expliquer les mécanismes qu'on observe.
Huitièmement, une preuve expérimentale chez l'animal ou chez l'homme. Et neuvièmement, l'analogie, c'est-à-dire la possibilité d'explications alternatives. Voilà. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Évidemment, je vais pas rentrer dans tout ça un par un, mais simplement pour dire que si on applique tout ça, eh ben ça va être déjà un peu plus complexe. Donc on va chercher à appliquer ces critères à l'étude du microbiote dans l'obésité. Alors si on commence par le premier critère, la force de l'association. Donc la force de l'association qui dit l'ampleur des effets liés à l'association est importante, le lien causal est probable. Voilà. Les souris dépourvues de microbiote, je vous dis, sont plus maigres que celles qui en ont un. Elles prennent du gras dès lors qu'on les colonise avec un microbiote. Donc ceci aurait tendance à montrer quand même un lien causal. Pour ce qui est de la stabilité de l'association et la cohérence, la question qui en découle est la suivante. Est-ce que le microbiote est altéré chez les personnes obèses? Et une des façons, en fait, pour étudier le microbiote, et une des forces de l'étude récente du microbiote a été le développement de ce que l'on a appelé la métagénomique, c'est-à-dire la possibilité de séquencer l'ADN en une fois de milliers d'individus qui sont présents dans un milieu. Avant, c'était extrêmement complexe parce qu'il fallait prendre les individus un par un et aller faire leur séquence. Voilà, ça a été très très long, très fastidieux. Et puis, justement, vers la fin des années 2000, début des années 2010, on a eu cet avènement de la métagénomie qui permettait de séquencer énormément d'organismes à la fois. Et en appliquant ça au microbiote, on a pu séquencer à partir de matière fécale. Donc ça, c'est aussi une des forces de cette étude, c'est qu'en fait, obtenir des échantillons de microbiote, c'est très simple, puisqu'il suffit d'avoir des matières fécales. Et ensuite, on peut séquencer les bactéries qui se trouvent dans l'intestin des individus. Alors, pour faire une analogie que j'aime bien pour le microbiote, c'est qu'en fait, le microbiote, c'est un petit peu comme une forêt. Il y a de nombreuses espèces d'arbres dans une forêt, il y a des fougères, des arbustes, des buissons, etc. Avec la métagénomique, c'est comme si on prenait une photographie de la forêt. Et cette photographie, elle nous dit qui se trouve dans la forêt à ce moment-là. Donc, elle pourra nous dire, en fait, il y a tels arbres, telles fougères, tels arbustes, tels buissons. La question, est-ce que la forêt, en quelque sorte, qui vit dans un individu maigre, est celle la même que celle qui vivrait dans un individu obèse? Les études de métagénomique, elles ont révélé que l'écologie microbienne des individus obèses, elle était complètement altérée. C'était vrai chez la souris, voilà, on a montré chez la souris obèse, la souris qui était rendue soit obèse par son alimentation, un régime riche en graisse et en sucre, et même la souris qui était rendue obèse génétiquement, il y a des souris qui sont obèses génétiquement, et donc ces souris obèses, dans les deux cas, elles ont un microbiote altéré. Et c'est également le cas chez l'humain, avec des altérations qui vont à peu près dans le même sens. Pour poursuivre l'analogie avec la forêt, le microbiote des individus qui ne sont pas obèses, il ressemblerait plutôt à une forêt tropicale, avec une énorme biodiversité, plein d'espèces présentes un peu partout, et donc voilà, c'est un équilibre écologique. Celui des individus obèses, on va dire que ça ressemblerait plutôt à une toundra, donc beaucoup moins riche, avec des espèces complètement différentes, et surtout, voilà, avec une biodiversité beaucoup moins présente. Et en fait, ce microbiote, il est beaucoup moins enrichi que le microbiote des individus non obèses. Donc, il y a une transformation complète de cette écologie. C'est super intéressant. Donc, tu as vraiment cette différence entre individus maigres et obèses. Est-ce que ça se surimpose aussi au lieu où les gens sont dans le monde? Parce que je pense que tu vois, dans le monde, les gens mangent différentes choses. On a différents plats, on a différents régimes alimentaires. Est-ce que du coup, il y a des gens qui vont être plus susceptibles à l'obésité parce qu'ils auront, je sais pas, une moins grande diversité de microbiote par rapport à leur régime alimentaire ou pas? Est-ce qu'on le sait? Alors, il y a des choses qu'on connaît très bien, par exemple sur la susceptibilité, mais dans les populations humaines, celles qui ont le microbiote le plus riche, en fait, ce sont les populations de chasseurs-cueilleurs. Donc, qui existent encore. Donc, on a la population de chasseurs-cueilleurs. On a beaucoup étudié les Hadza en Afrique. Et donc, ces populations de chasseurs-cueilleurs possèdent notamment des espèces bactériennes qui ont complètement disparu dans les populations occidentalisées.
Et on a même pu faire des études sur ce qu'on appelle des coprolites, c'est-à-dire c'est de la merde fossilisée, des choses comme ça, et on a pu faire de la métagénomique sur ces coprolites, donc on a pu séquencer le microbiote de ces coprolites, et on s'est rendu compte qu'en fait, avant le début de l'agriculture, notamment, il y avait un microbiote qui était beaucoup plus riche, et donc qui ressemblait à celui des chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui. Même chose. Donc il y a eu des études qui ont été faites, donc cette même étude, elle a aussi étudié le microbiote d'un homme momifié, donc c'est Otzi, donc en fait c'est un homme qui a été retrouvé momifié, c'est une momie de glace, hein, donc quelqu'un qui était emprisonné dans la glace il y a quelques milliers d'années. Dans les Alpes suisses, ouais. Voilà, et donc en fait ils ont séquencé le microbiote d'Otzi, où ils ont vu que ça ressemblait également au microbiote des coprolites et au microbiote des chasseurs-cueilleurs. Et il se trouve qu'en fait, bah oui, c'est vrai que chez ces populations, il y a moins d'obésité. Mais alors, c'était toujours difficile de dire, mais c'est simplement le microbiote, parce que il y a aussi un mode de vie qui est complètement différent, une alimentation qui est différente, etc. Donc, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui les protège. C'est pour ça que je pose toujours la question, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence? Et vous verrez qu'en fait, dans ce que je vais expliquer à la fin, je pense que c'est pas facile de le déterminer, en fait. C'est la cause ou la conséquence. Malheureusement, je pense qu'on a souvent un peu survendu, en fait, ce que c'était, en tant que, voilà, c'était quelque chose qui allait permettre de tout régler, de tout, et c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il fallait que les scientifiques eux-mêmes restent plus modestes par rapport à ça. Et j'espère que c'est une bonne leçon de modestie pour beaucoup de gens par rapport à ce que l'on découvre. C'est très important comme découverte, certes, mais il faut certainement un peu plus creuser pour comprendre ce que c'est, et les causes et les conséquences, et savoir aussi faire la différence entre, voilà, est-ce que c'est simplement une association ou est-ce que c'est quelque chose de purement causal. Voilà. Donc, je disais, voilà, c'est un microbiote qui est beaucoup moins riche, et certains scientifiques ont appliqué au microbiote ce qu'on appelle le principe d'Anna Karénine. En fait, donc l'Anna Karénine, le livre de Tolstoï qui a été écrit en 1877, et le roman il commence avec la phrase suivante: toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Et en fait, on peut l'appliquer exactement au microbiote, dans le sens où globalement, les microbiotes des individus sains sont très semblables. Alors que les microbiotes des individus, ici je vous parlais d'obèses, mais en fait, les microbiotes des individus obèses, ils sont chacun différents. Voilà. Ils sont très différents entre eux. Mais ils ont tous le point commun d'être moins riches que les microbiotes des individus sains. Et de avoir cette complète cette variabilité écologique et cette altération écologique totale. Donc, si on peut garder ton analogie de forêt, donc il y a les 5, c'est plus une forêt tropicale, et les personnes obèses, donc t'as des toundras ou des plaines ou des savanes, ou t'as plusieurs choses. Voilà, des choses comme ça, mais je dirais beaucoup moins riches, quoi, en tout cas, c'est sûr. Exactement. Et donc, oui, la question est-ce que cette écologie est altérée? Certes. Et maintenant, la question c'est, pour revoir justement ces relations de cause à effet, les relations cause à effet, etc., le reste des critères, en fait, on a pu apprendre énormément par l'étude de ce qu'on appelle des greffes ou des transplantations du microbiote fécal. Donc, on appelle que l'on voit souvent dans les articles en anglais comme FMT, Fecal Microbiota Transplantation. Donc, c'est des greffes de microbiote fécal. Alors, ça se passe comment? Ça se passe par, en fait, on sélectionne un individu donneur, on va traiter les matières fécales, et on va faire une espèce de soupe. Et en fait, on va donner ça par sonde nasogastrique à une personne receveuse. Et donc, il y a eu des études là-dessus, et en fait, voilà, donc, alors, moi, ce que je recommande toujours, et je le fais quand je vois mes élèves en cours, je dis, si vous voulez savoir plus sur ces méthodes de transplantation fécale, allez regarder,
il faut absolument regarder le 8e épisode de la 23e saison de la série South Park, qui s'appelle Third Burglars. Et je pense que il n'y a pas de série ou de choses qui vulgarise mieux le concept de transplantation fécale que cet épisode-là, qui est vraiment formidable. Et donc quelque chose cette chose, on utilise beaucoup pour traiter notamment les infections par la bactérie Clostridioides difficile. Ces infections, elles provoquent des diarrhées très sévères et souvent les antibiotiques sont inefficaces. Avec la seule option qui reste, c'est la transplantation de microbiote fécal. Donc on donne à la personne le cocktail de matière fécale qui provient d'un donneur sain. Et dans plus de 90% des cas, vraiment c'est énorme, l'infection disparaît par la suite. Alors on ne sait pas encore très bien ce qui fait que la procédure marche. Est-ce que c'est que le microbiote sain se met en place et chasse la bactérie infectieuse? Est-ce qu'il y a d'autres types de dialogues? Mais toujours est-il que c'est très efficace. Et inspiré par cette méthode, on a cherché à savoir si cela pouvait marcher pour l'obésité. Donc, je vous ai parlé notamment chez la souris. On a notamment montré que chez les souris axéniques qui reçoivent le microbiote d'une souris génétiquement obèse, par exemple, ou rendue obèse par le régime, elles développent plus de masse grasse que celles qui avaient le microbiote d'une souris maigre. Donc, chez la souris, ça marche très bien. Mais encore une fois, on est chez la souris axénique, chez des modèles qui sont certes importants pour la compréhension, mais qui sont loin d'être des modèles physiologiques, puisqu'une souris ne se retrouve jamais dans la nature sans microbiote. Et il y a une première étude de transplantation de microbiote fécal faite chez l'homme, qui a été publiée en 2012 dans la revue Gastroenterology, par une équipe néerlandaise, et elle a montré une très modeste augmentation de la sensibilité à l'insuline chez des patients obèses ayant reçu une transplantation de microbiote fécal qui provenait d'individus non obèses. Alors, l'article conclut que c'est quelque chose de formidable, en quelque sorte, alors que si on regarde les données, vraiment, l'augmentation, elle est très modeste, et sur les patients, on regarde, et en fait, ça marche que pour la moitié, globalement. Par la suite, il y a eu de nombreuses études qui ont cherché à effectuer ces expériences de transplantation, et le constat est absolument sans appel. La transplantation fécale est inefficace en tant que méthode pour faire maigrir les individus et améliorer les paramètres métaboliques. C'est-à-dire que, d'un point de vue global, pour l'obésité, et pour le diabète, en outre, associé, ce n'est pas du tout efficace. Mais pour autant, cette méthode est extrêmement prometteuse pour d'autres maladies, et Le Monde vient de publier un article, je sais plus hier ou avant-hier, à ce sujet-là, où ils sont allés notamment interviewer l'équipe de Harry Sokol à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui cherche notamment à utiliser cette technique pour des patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, et ça a l'air assez prometteur de ce côté-là. Alors, faut-il abandonner les recherches sur le microbiote et l'obésité après ce que je vous ai dit, puisque finalement la transplantation fécale n'a pas l'air de marcher? Mais comme je dis, une des erreurs commises lors des premières études sur la fonction du microbiote a été de largement surestimer sa fonction. C'est-à-dire qu'il aurait suffi de prendre une niche écologique complexe qui comporte des centaines d'espèces et de la mettre chez un autre individu pour que ça marche. Ça paraissait trop simple. Avec le temps, on a compris que plus que les espèces présentes, ce qui comptait, c'était les molécules que le microbiote sécrétait. Et ainsi, parmi ces molécules, on sait notamment que les acides gras à courte chaîne, que le microbiote produit en fermentant des fibres alimentaires, possèdent la capacité à augmenter la sensibilité à l'insuline, qu'elles ont un effet coupe-faim, et qu'ils augmentent la dépense énergétique. La clé dans tout ça, c'est certes le microbiote, mais surtout l'alimentation. Une alimentation qui est riche en fibres permettra la production de ces molécules clés qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. D'autres études ont permis d'identifier non pas des molécules produites par le microbiote, mais des espèces clés qui ont un rôle métabolique bénéfique. L'équipe de Patrice Cagny à Bruxelles a ainsi identifié la bactérie Akkermansia mucinifila,
dont la présence augmente la sensibilité à l'insuline notamment. À partir d'études qui ont démarré chez la souris, l'équipe a identifié une protéine de la membrane de cette bactérie qui était capable d'avoir des effets bénéfiques escomptés. Puis une première étude chez l'humain a montré des résultats prometteurs quant à l'utilisation de cette bactérie dans des traitements de maladies métaboliques. De même, une étude qui a été menée par l'équipe de Fredrik Beckhed à l'université de Göteborg en Suède a montré que la présence dans le microbiote intestinal de la bactérie Prevotella copri, elle conditionnait le succès d'une intervention nutritionnelle à la base d'un régime riche en fibres. Ça voulait dire que les seuls individus qui répondaient de façon positive à un régime riche en fibres étaient les individus qui possédaient de base dans leur microbiote cette bactérie Prevotella copri. Et ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, au-delà de la simple composition du microbiote, une étude approfondie de ses fonctions et des individus qui le composent sont beaucoup plus prometteuses. Comprendre ainsi les différentes molécules, les différents dialogues et voir comment les choses se passent directement entre le microbiote et son hôte. J'aurais donc la question, je disais, est-ce qu'il faut abandonner les recherches sur le microbiote et l'obésité? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut approfondir, essayer de comprendre les mécanismes. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, dans le laboratoire dans lequel je suis, c'est de comprendre le lien entre microbiote et malnutrition. Et les pistes semblent assez prometteuses de ce côté. Alors, malnutrition, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, si je reprends la définition de l'OMS, la malnutrition, par malnutrition, on entend des carences, excès ou déséquilibre dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. Par ce terme, on a 3 grands groupes d'affections. D'abord, la dénutrition, qui comprend l'émaciation, c'est-à-dire le faible rapport poids-taille, le retard de croissance, faible rapport taille-âge, et l'insuffisance pondérale, faible rapport poids et âge. Donc ça, c'est les conséquences de la dénutrition. La malnutrition en matière de micronutriments, qui comprend la carence en micronutriments, c'est-à-dire des vitamines et des minéraux essentiels, ou, à l'inverse, l'excès en micronutriments. Et la dernière forme de malnutrition, c'est le surpoids, l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. C'est une forme de malnutrition, puisqu'elle résulte de déséquilibre dans l'apport énergétique et nutritionnel d'une personne. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, en fait, c'est la dénutrition. Et particulièrement, c'est la sous-nutrition chronique qui touche les individus dans la vie précoce. Puisque aujourd'hui, c'est environ 150 millions d'enfants dans le monde de moins de 5 ans qui sont atteints par ce problème de dénutrition. Et hormis les retards de croissance associés, les enfants qui souffrent de dénutrition, ils possèdent souvent des déficits immunitaires et cognitifs qui persistent à l'âge adulte. La dénutrition, on pourrait penser que c'est simplement la conséquence d'un déficit calorique. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de calories dans l'alimentation, on va se retrouver en dénutrition. Eh ben, ce n'est pas vraiment la conséquence d'un déficit calorique, mais en fait, c'est surtout le manque dans l'apport d'un type de nutriments très particulier que sont les protéines. Les protéines sont essentielles pour la croissance, et particulièrement la croissance osseuse et musculaire. Et donc, lorsque les aliments sont pauvres en protéines, on se retrouve dans cette situation de dénutrition avec les conséquences délétères qui vont avec. Plusieurs études ont permis de démontrer l'importance du microbiome dans les mécanismes de croissance juvénile. Alors, si l'on s'intéresse encore une fois aux souris axéniques, puisque c'est un modèle que l'on a étudié largement, ces souris axéniques, elles ont une croissance retardée. Donc, elles grandissent moins. Ce qui montrait déjà que, en absence de microbiote, on grandit moins bien. Mais encore une fois, c'est un modèle purement expérimental. Qu'est-ce qu'on est chez l'homme? Et chez l'humain, c'est l'équipe encore une fois de Jeff Gordon à l'université de Washington de Saint-Louis, qui a notamment démontré que les enfants en situation de dénutrition avaient un microbiote complètement altéré. Et une étude récente de son équipe, publiée dans le New England Journal of Medicine, a montré qu'en jouant sur le microbiote lors de la renutrition des enfants, c'est-à-dire que non seulement on va apporter des nutriments pour qu'ils récupèrent, et donc pour qu'ils grandissent mieux, mais cela ne suffit pas, mais en jouant sur le microbiote, en donnant des aliments qui
modifier le microbiote, l'étude a permis de mettre en évidence qu'une supplémentation avec certaines souches microbiennes permettait de restaurer la croissance après une période de malnutrition sévère. Et cette implication du microbiote dans la croissance, elle est observée à l'échelle de plusieurs espèces. Alors j'en parlais avec ça tout à l'heure, puisque quelque chose qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est notamment la drosophile, mouche à vinaigre qu'on adore utiliser dans les laboratoires de recherche, et qui est un super modèle parce que c'est un modèle simple et qui permet d'avoir des résultats assez rapides en utilisant une génétique que l'on connaît très bien. Donc en fait, c'est un super modèle pour étudier le microbiote notamment. C'est un microbiote extrêmement simple chez la drosophile. Et chez la drosophile, les larves axéniques, donc les larves asticots que l'on a rendues axéniques, je l'expliquais tout à l'heure, ces larves-là, elles présentent une taille réduite. Elles sont plus petites donc que les larves non axéniques, et leur passage au stade pupe, donc chez la drosophile, comme chez d'autres espèces d'insectes, on a la larve, la pupe, nymphe, et puis l'adulte. Et donc en fait, le passage au stade pupe, c'est-à-dire avant la métamorphose, il est retardé. Donc on a un retard, non seulement on a une taille réduite et un retard justement dans la croissance de ces larves lorsqu'elles sont axéniques. Mais il suffit de les coloniser avec une bactérie qui est particulière, qui s'appelle Lactiplantibacillus plantarum, qui est normalement présente dans l'intestin de la drosophile, pour que ces retards disparaissent complètement. Alors cette bactérie, elle n'est pas présente de façon naturelle chez la souris. Mais l'idée d'une étude donc menée par le laboratoire en 2016 a été d'avoir une souris qui était monocolonisée, c'est-à-dire que 100% de son microbiote est composé de cette bactérie. Et cette souris qui est monocolonisée, elle présente une meilleure croissance qu'une souris axénique, et surtout, elle résiste mieux aux effets délétères associés à un régime très pauvre en protéines. Donc on donnait à la souris un régime très pauvre en protéines, on suivait sa croissance au cours du temps, et cette souris monocolonisée, elle résistait beaucoup mieux que la souris axénique, qui elle avait des retards de croissance très importants. Et ces recherches, donc, qui montraient ça sur une souris donc monocolonisée, donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut étendre cette observation à une souris avec un microbiote complexe? Une souris qu'on appelle une souris conventionnelle, avec un microbiote complexe constitué de centaines de bactéries. Lorsque ces souris étaient nourries avec un régime très pauvre en protéines, alors quand je vous dis un régime très pauvre en protéines, ça veut dire qu'on réduit environ de 75% l'apport en protéines chez ces souris par rapport au régime contrôle que l'on donne normalement aux souris. Donc environ 75%, et je répète, on ne réduit pas les calories, on ne réduit que les protéines. Lorsque ces souris étaient nourries avec le régime pauvre en protéines, le traitement avec la bactérie permettait de modérer les effets délétères observés sur la croissance. En poussant un petit peu plus, ceci a permis de montrer que c'était dû à un véritable dialogue moléculaire qui s'organisait au niveau de l'intestin entre des molécules de la paroi de la bactérie et des protéines de reconnaissance. Et cette étude, nous l'avons publiée cette année, en 2023, avec notre collaborateur Martin Schwarzer, qui se situe en République tchèque, qui était l'ancien postdoc du laboratoire, qui a effectué les premières études. Donc, il semblerait que le microbiote, et particulièrement certaines espèces bactériennes, peuvent façonner la façon dont la nutrition va impacter la croissance de l'hôte. Et ceci se fait au niveau systémique, donc je vous ai dit là, voilà, la croissance des os, des muscles, et puis comment ça va se répercuter finalement sur la taille globale de l'individu. Mais aujourd'hui, nous sommes également en train de chercher comment ces impacts peuvent s'effectuer également au niveau de la croissance des différents organes. Et ce qui nous intéresse particulièrement, en fait, c'est la croissance de l'intestin lors de cette vie juvénile. Donc, toutes ces données que j'ai présentées, alors c'est très vaste, on pourrait en parler pendant des heures sur d'autres sujets, notamment des maladies inflammatoires, des maladies immunitaires, etc.
Mais voilà, j'ai choisi de vous présenter notamment ce que je connais bien. Et puis historiquement, on a beaucoup étudié le microbiote par rapport à l'obésité. Et en fait, ça nous montre quand même à quel point le microbiote est un acteur clé dans la biologie de l'hôte. C'est-à-dire que l'existence du microbiote qui a lieu dès les premiers instants de vie, ça va instaurer un véritable dialogue avec l'hôte et ça va permettre de façonner sa physiologie pour réguler un certain nombre de fonctions extrêmement importantes. Et c'est une relation symbiotique entre les individus qui ont coévolué depuis des centaines de millions d'années. Le microbiote, il existe dans tous les animaux. Certains ont un microbiote qui est inhérent et qui même se situe même à l'intérieur des cellules, comme certains insectes avec des bactéries du type Wolbachia, par exemple. Et puis il y a eu cette coévolution depuis des centaines de millions d'années. Pasteur avait prédit la vie impossible sans microbiote. Ce n'est pas vrai pour la souris, mais la vie serait biologiquement impossible sans microbiote pour certaines espèces. Par exemple, la vache, ce serait absolument impossible qu'une vache existe sans microbiote. Et puis des espèces à laquelle on ne pense pas forcément, mais par exemple les termites ou les cafards ont un microbiote qui leur permet d'avoir continuellement un apport d'azote, et sans microbiote, en fait, ces individus ne pourraient pas exister. Eh ben merci, c'était passionnant en tout cas, et du coup j'ai une question qui rebondit juste sur ce que tu viens de dire. Donc tu dis que suivant les espèces, le microbiote, et voilà, on peut plus ou moins s'en passer. Et tu as aussi dit que la drosophile avait un microbiote plus simple que la souris. Et du coup, je me demandais si, c'est pas le cas pour tous les insectes, mais d'une manière générale, est-ce qu'on avait un microbiote plus complexe chez les mammifères que chez d'autres espèces ou pas? Qu'est-ce qu'on sait sur l'évolution du microbiote en général? C'est pas forcément ce que tu fais, mais tu le sais peut-être un peu. Non, mais alors oui, en fait, chez les insectes, c'est des microbiotes qui sont souvent assez simples. Alors, je parle de microbiote intestinal, hein, parce que en fait, on peut vraiment aller parler justement de microbiote intracellulaire dans certaines espèces. Là, j'ai parlé, par exemple, chez le cafard, en fait, c'est des structures particulières où on a vraiment des bactéries à l'intérieur des cellules qui viennent métaboliser et fournir de l'azote au cafard. Et autrement, par exemple, on sait chez la drosophile que ce n'est pas vraiment quelque chose qui reste en fait. En fait, le microbiote, il provient de l'environnement et il est continuellement renouvelé. Ce n'est pas comme nous, c'est-à-dire que nous, en fait, il y a des espèces qui sont incapables de survivre dans un autre milieu que notre intestin. C'est juste pas possible. Et donc oui, en fait, on a une complexité, mais la complexité, elle est également due au fait que notre intestin est beaucoup plus complexe. C'est pas seulement que voilà, mais en fait, notre intestin est beaucoup plus complexe. Et alors là, par exemple, où il y a énormément de diversité, des choses, on peut voir des diversités dans les fonctions très vastes. Par exemple, c'est chez les ruminants. Parce que les ruminants ont un intestin qui est encore plus complexe que le nôtre, hein, puisque on a les différentes parties qui vont permettre ces fermentations microbiennes notamment. Et en fait, là, on aura vraiment des spécialités et des spécialisations dans différents endroits dans les différentes parties du tractus gastro-intestinal. Et voilà, donc je ne sais pas si on peut vraiment associer la complexité à une certaine coévolution. Je connais pas bien le sujet, mais je sais que, même des organismes auxquels on ne pense pas, comme des cnidaires, hein, l'hydre, en fait, l'hydre possède un microbiote qui est un microbiote qui est présent dans l'eau et simplement vient s'associer au niveau du tube digestif de l'hydre et il est chassé il est chassé aussitôt, mais il reste là. Il y a des organismes
alors j'ai oublié le nom de cette, je sais plus, c'est un calmar ou un poulpe qui s'associe avec des bactéries qui font de la luminescence, en fait. Et en fait, cette association, elle est très importante, mais elle se fait que la nuit. Donc, il y a l'association la nuit, ça fait de la luminescence, et puis après, tous les micro-organismes vont être chassés. Ils vont être chassés le jour et ils vont être repris la nuit pour refaire la luminescence, etc. Donc il y a des organismes, c'est-à-dire qu'il y a des symbioses qui sont pérennes dans le temps, dans l'espace, et puis il y a des symbioses qui sont beaucoup moins pérennes, mais qui fluctuent dans le temps et dans l'espace, mais qui pourtant existent depuis des centaines de millions d'années. Donc on a des degrés différents, et juste pour repréciser ce que tu disais, donc l'hydre et les cnidaires, pour nos auditeurs qui sont pas forcément super familiers, donc c'est tout ce qui est les cnidaires, c'est un peu tout ce qui est les méduses, etc. Voilà, c'est des organismes j'aime pas dire d'un point de vue évolutif plus simple, mais c'est des organismes qui sont on va dire qui branchent avant les mammifères, les insectes, etc. On avait d'autres questions aussi des auditeurs. Donc on a HK qui demandait les régimes hypocaloriques vont impacter le métabolisme de mémoire. La question était abordée dans un épisode précédent de podcast science sur le régime idéal. Et qui nous dit aussi que les TCA jouent aussi sur le poids. Du coup, est-ce qu'il y a des liens, corrélations avec la composition du microbiote d'une manière ou d'une autre ? Alors oui, sur les TCA, il y a pas mal d'études, en fait, justement, parce que beaucoup de personnes considéraient ça comme le pendant de l'obésité, mais c'est pas vraiment le pendant de l'obésité d'un point de vue métabolique même. Mais il y a des amaigrissements qui sont considérables, notamment chez les personnes par exemple atteintes d'anorexie, et ces amaigrissements considérables sont associés à des variations globales du microbiote et des pertes également de la diversité du microbiote dans ce sens-là. Moi, ce que j'aime bien dire comme analogie justement sur ces choses, c'est-à-dire où on a un changement global ou un changement complet du régime alimentaire, ces choses-là. Moi, j'aime bien l'analogie avec la forêt. C'est comme s'il y avait un feu de forêt en fait, en quelque sorte. Et puis après le feu de forêt, en fait la forêt elle va repousser. Sauf que ça va pas repousser comme avant. Il y aura des espèces qui vont repousser plus vite. Il y aura des espèces qui vont avoir résisté. Il y aura des espèces qui vont être même favorisées par ça. Et puis il y en a qui vont disparaître complètement en fait, parce qu'elles n'auront pas du tout résisté à ça. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'analyser, c'est-à-dire que quand on a des changements, alors pas forcément pas seulement au niveau de l'alimentation, mais il y a des dialogues entre aussi, c'est-à-dire c'est pas seulement lié à l'alimentation, c'est aussi lié au poids, parce que il suffit de faire une restriction calorique en fait pour modifier complètement le microbiote, sans affecter la composition du régime en lui-même. Simplement faire une restriction calorique, c'est des choses qui ont été montrées, c'est-à-dire que les individus qui perdent du poids par de la restriction calorique, en fait, ils ont une modification du microbiote qui tend à être restaurée simplement par cette perte de poids. Et donc, en fait, ces changements de l'environnement, oui, vont complètement affecter l'environnement microbien, mais toujours le premier modificateur de l'environnement microbien intestinal en tout cas, c'est sûr que c'est l'alimentation. Il y avait une autre question de GPIF qui est un peu en lien. Est-ce qu'il y a un lien entre microbiote et métabolisme en termes de dépenses énergétiques ? Alors oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un lien ? Voilà, donc je dirais c'est toujours les liens. Mais par exemple, une chose dont je parlais tout à l'heure, c'est que la production des acides gras à courte chaîne, donc ces acides gras qui sont produits par les fibres alimentaires, par la fermentation des fibres alimentaires par le microbiote, et bien en fait, l'un des effets qui sont décrits de ces acides gras à courte chaîne, c'est d'augmenter la dépense énergétique basale. Donc oui, il y a des modifications, mais là, typiquement, ce que je dis, en fait, la modification, elle vient de l'alimentation, en fait, en tant que telle. On a un changement d'alimentation, et donc un des problèmes de notre alimentation occidentale, c'est qu'elle ne comporte pas assez de fibres, notamment. Et les fibres, c'est tout ce qu'il faut, en fait. Les bactéries, elles adorent ça.
Qu'est-ce que c'est que ces fibres? En fait, les fibres, ce sont des sucres complexes que notre organisme est incapable de digérer. Et sauf que les bactéries, elles peuvent le digérer. Donc, en fait, ça leur fournit plein d'énergie. Et en réponse à ça, elles vont nous fournir, c'est leurs déchets, ces acides gras à courte chaîne. Mais en fait, ce déchet qu'elles nous fournissent, notre organisme va s'en servir et il y a plein d'effets bénéfiques associés à ça. Donc il faut qu'on mange plus de fibres. Tout à fait. Et il y avait une dernière question de GPIF aussi. Est-ce qu'on a identifié un élément comme polluant particulièrement néfaste au microbiote? Un polluant? J'imagine quelque chose qu'on ingère, tu vois, qui peut être néfaste, soit un perturbateur endocrinien ou quelque chose comme ça. Alors, il y a des choses assez intéressantes. Alors, je suis pas un spécialiste de ça, mais en fait, il y a toute une étude de ce qu'on appelle le métabolisme des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules qui ne proviennent pas de notre corps. Donc en fait, il y a tout un tas de ces xénobiotiques qui sont métabolisés par le microbiote de façon totalement non spécifique, puisqu'en fait, normalement, ces molécules ne sont pas censées se retrouver là, mais elles se retrouvent là parce qu'on est exposé à des pesticides ou à des polluants divers. Et il y a notamment des études sur les pesticides qui montrent des effets cocktails très intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, à des doses assez faibles, un seul pesticide, soit on n'a pas d'effet là-dessus, mais quand on arrive avec plusieurs pesticides vraiment à des doses inférieures à ce qui est considéré comme toxique pour un des pesticides, et en fait ça peut avoir des effets sur le microbiote qui vont métaboliser certains de ces pesticides et produire en réponse en fait des molécules qui ne sont pas très très bonnes pour notre organisme. Donc ça, c'est juste un exemple au niveau de notre de notre intestin. Il y a l'équipe de Benoît Chassin qui va maintenant à l'Institut Pasteur à Paris, a montré notamment que une des choses que le microbiote n'apprécie pas du tout, par exemple, ce sont les émulsifiants qui se retrouvent dans beaucoup de produits ultra transformés. Il y a énormément de produits ultra transformés qui contiennent ces émulsifiants. Et en fait, ces émulsifiants, le microbiote va en faire des molécules extrêmement pro-inflammatoires. Et donc, alors que globalement, on se dirait que il n'y a pas d'effet métabolique parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas métaboliser, etc. Mais non, en fait, il faut, oui, certes, notre corps, ne peut pas métaboliser, mais le microbiote peut les métaboliser et peut avoir ces effets-là. Et donc, pour revenir un petit peu aussi sur ces histoires de pesticides, il y a eu plusieurs études, notamment portant sur le glyphosate, qui ont montré que certes, le glyphosate n'a pas d'effet sur notre organisme en tant que tel, mais par exemple, il y avait des effets sur le microbiote de certaines espèces d'abeilles et des bourdons, par exemple. Où on avait des modifications drastiques de l'écologie microbienne suite à l'exposition au glyphosate, par exemple. Donc pas directement sur l'organisme de l'abeille ou du bourdon, mais en fait sur leur microbiote. Et leur microbiote des insectes, de l'abeille ou des bourdons, en tout cas, c'est très important parce que ça va permettre la métabolisme d'un tas de molécules, notamment qui vont aider au métabolisme de l'insecte en lui-même. Oui, donc en fait, finalement, ça montre aussi l'intérêt pour tout ce qui est pesticides, perturbateurs, etc., de tester non seulement la toxicité sur les individus, mais aussi sur le microbiote des individus pour voir si ce microbiote peut produire éventuellement des substances toxiques en traitant ces pesticides, quoi. Oui, parfois à faible dose, en fait, et des choses comme... Donc, en fait, c'est toujours aussi, évidemment, c'est sûr de comprendre les doses, mais comprendre qu'en fait, beaucoup de ces molécules qui se retrouvent dans l'environnement, bien que notre organisme ne soit absolument pas capable de métaboliser, il faut savoir que, nous, on a 23 000 gènes, notre microbiote, c'est 2 millions de gènes. Donc, en fait, dans ces 2 millions de gènes, il y a énormément de fonctions que, notre propre organisme ne peut pas coder, et métaboliser ces molécules-là, c'est souvent une de ces fonctions. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la chatroom ? Je ne crois pas.
D'autres questions, Cléora ou Pascal? Pas vraiment. Et ben alors on va peut-être passer à la citation de l'émission du coup. Est-ce que tu es venu avec une citation en lien avec cette émission? Alors, j'ai envie de dire oui, Manger des fibres. mais j'en ai même 2. Ah Alors, ce sont des citations que j'aime bien donner parce que et que j'ai même mises dans ma thèse. Donc la première citation, qui est une citation de la série Kaamelott, tout simplement pour dire que le gras c'est la vie, et c'est très important de le garder en tête. Dans tous les cas, puisque j'aime bien parler de nutrition, mais Caradoc de Vannes, il avait bien raison dans ce sens-là. Et voilà, donc ça c'est la première citation que je dirais pas très sérieuse peut-être, mais j'ai une autre citation que j'aime beaucoup, qui provient du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, et qui dit la chose suivante: la science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elle mène peu à peu à la vérité. Très jolie citation, très vrai, et très joli livre aussi au passage. Pour tous ceux qui aiment la géologie, il est passionnant. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que nous a raconté, ça collait extrêmement bien. D'autres remarques Absolument. sur les citations? Je vois que dans la chatroom, les gens sont très contents de celle sur le gras, en tout cas. Et je suis bien d'accord aussi. Et bien voici la fin de cette émission qui clôture aussi notre saison 13. On espère qu'elle vous aura apporté un nouvel éclairage sur notre flore intestinale, sur sa complexité, son évolution au cours de la vie et aussi son rôle crucial dans la nutrition et dénutrition. Merci beaucoup Philippe pour ce fantastique dossier qui nous montre tout ce que la science peut nous apporter sur ce sujet complexe, mais aussi tout ce qui nous reste à découvrir et bien sûr de nous avoir fait voir différemment ce microbiote avec lequel nous vivons tous. Pour la saison 13, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous mettre des étoiles si vous l'avez aimé et à la partager autour de vous également. Et puis profitez des vacances si vous en prenez. On vous retrouve à la rentrée avec un nouveau programme et en attendant que servir la science soit votre joie.